Hello hello YouTube, bienvenue sur Logic Invest. Vous pensiez certainement faire jouer la concurrence quand vous planifiez vos voyages en ligne, mais vous allez découvrir aujourd'hui comment Booking.com a hacké l'hôtellerie mondiale pour devenir tout simplement le péage invisible mais incontournable de vos réservations. Donc comme d'hab, je fonctionne moi avec des GDoc complètement gratuits. Si vous voulez retrouver tout ce que j'ai écrit sur l'analyse deep dive de Booking.com, vous allez dans la description de la vidéo, vous retrouvez le GDoc et vous pouvez aussi vous faire vos propres analyses et vous faire votre propre avis. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur mes réseaux, ça aide énormément à faire grossir la chaîne, les amis. Et je vous en remercie, on aura une première approche deep dive où on sera sur GDoc, une deuxième analyse quantitative où on ira voir un peu le quantitatif de la boîte, et en troisième partie de vidéo, je vous dirai si elle m'intéresse et mon prix juste. Donc que fait Booking les amis, hein? C'est vraiment l'illusion du choix, hein. La plupart des gens pensent que Booking est juste un site de réservation parmi d'autres, en réalité c'est un monstre tentaculaire. Et vous allez le voir, franchement c'est quand même assez fou. Quand un voyageur compare les prix sur Kayak, réserve un hôtel pas cher sur Priceline, loue un véhicule sur Rentalcar ou organise un voyage en Asie via Agoda, à la fin, l'argent atterrit dans la poche de la même entreprise, hein. C'est vraiment une pieuvre. Elle contrôle toute la chaîne de valeur, hein. Ils se contentent plus de l'hôtellerie, ils veulent capter tout le budget des vacances. Ils vous proposent des vols, les voitures, les croisières et même les assurances de voyage. La petite touche inattendue, il possède OpenTab. Même quand le tourisme réserve sa table au restaurant le soir de son arrivée, Booking prend sa commission, les amis. C'est vraiment le prestataire de voyage de A à Z, hein. Bientôt, ils vont aussi nous filer les valises. Et son historique en 10 secondes, hein, c'est que fondé en 1997 aux États-Unis. L'entreprise s'appelait à l'origine The Priceline Group. Et en 2018, coup de génie marketing, j'en sais rien, mais ils changent de nom pour Booking Holding afin de surfer sur la puissance de leur marque superstar, hein, donc la fameuse marque Booking.com. On va aller voir les segments, on aura une partie concurrents, les trois plus gros risques à voir absolument avant d'acheter une boîte. Est-ce que l'IA, est-ce que c'est un risque ou une opportunité? On aura la note du mot et après on passera sur le segment quantitative. Let's go. Allez, maintenant, on passe au premier segment, le segment Merchant, avec mon fameux anglais. Comment ça marche, hein? C'est Booking qui encaisse directement la carte bancaire, avec la carte bancaire du client. Au moment de la réservation, ça, je ne savais même pas du tout que ça se passait comme ça. Booking garde l'argent, prend sa commission et paye l'hôtel bien plus tard, souvent après le séjour. Donc, qu'est-ce qu'ils font avec ce pognon-là? Parce que trois quarts des gens, vous faites tous pareil, hein. Vous allez acheter votre voyage bien avant de partir. Donc, Booking récupère ce pognon, le fait travailler et paye bien après l'hôtel. Donc avec ce pognon-là, ils se font des intérêts. Les trois avantages, hein, donc comme je viens de vous expliquer, c'est un trésor de guerre, hein. En 2025, ce segment a généré leurs 9 milliards de cash flow libre. Je ne sais pas si une part énorme, hein, de leurs 9 milliards de free cash flow libre. Je ne sais pas si on se rend compte un petit peu du délire. Le voyage tout en un, c'est un grand projet du PDG Glenn Fogel. En contrôlant le paiement, Booking peut facilement packager des services, comme on l'a déjà dit, hein. Ils te vendent l'hôtel, le vol, le taxi en une seule transaction fixe. Et résultat, les transactions incluant plusieurs services, vol et hôtel, ont bondi de plus de 20%. Et ça, on va le voir un petit peu plus tard aussi. C'est vraiment une croissance à deux chiffres partout chez Booking. Domination du secteur alternatif type Airbnb. Pour les petits propriétaires d'appartements, c'est un cauchemar de gérer eux-mêmes le paiement et les fraudes. En devenant Merchant, Booking gère tout pour eux. Cela a permis à Booking de capturer 35% des nuitées totales de l'hébergement alternatif en 2025. Donc là aussi, ils sont très très forts, même sur le segment entre guillemets alternatif type Airbnb. Booking gagne sa part du gâteau. Donc son poids de ce segment avant Covid, c'était 24% du chiffre d'affaires. Depuis 2025, c'est 61% du chiffre d'affaires. Ils ont vraiment swifté sur ce segment-là. On voit que ça leur apporte 16 milliards de revenus et on a une croissance de 15 à 20% par an. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est totalement énorme. Donc le serment Mercant coûte plus cher à gérer, mais il y a des frais bancaires, les 2-3% pris par Visa Mastercard et des coûts de service clients un peu plus élevés. C'est pour cela que la marge opérationnelle de Booking a légèrement baissé par rapport à l'époque où il faisait 100% en d'agence, ça c'est le segment numéro 2, mais c'est compensé par un volume de vente beaucoup plus massif. Le segment et le moteur, ce segment est le moteur qui a permis à Booking de passer d'un simple annuaire d'hôtel, je vais y arriver, à une banque de voyage qui contrôle votre argent et vos données de A à Z. Donc là, clairement, le segment le plus gros de Booking est en croissance de 15 à 20% par an. C'est vraiment très très costaud. Ça, c'est le deuxième segment, donc le segment un peu plus vieux. Comment ça marche, hein? C'est le client en réserve sur Booking, comme on avait tous à peu près l'habitude de faire, mais il paye directement l'hôtelier à la réception en arrivant.
Donc l'hôtelier doit ensuite renvoyer la commission. Donc là, par contre, Booking ne peut pas générer autant de pognon qu'avec le premier segment. Donc ça les emmerde. Booking veut de moins en moins de ce modèle car il les oblige à courir après les hôteliers pour récupérer leurs factures. Le modèle Merchant est bien plus sûr pour eux. Donc voilà pourquoi ce segment va tendre à descendre dans le poids du CA. On le voit, hein, c'était 67% avant Covid. 35 à 38% maintenant. Les revenus, c'était 10 milliards. Ça reste quand même entre 8 et 5, 8,5 et 9 milliards. Donc c'est quand même très intéressant aussi, hein, ça n'a pas vraiment disparu. Et on est sur une baisse relative. C'est vraiment des transferts vers le segment Merchant. Ce serment survit surtout grâce aux grandes chaînes hôtelières qui préfèrent garder le contact financier direct avec leurs clients et ne veulent pas que Booking garde leur trésorerie. Donc là, clairement, en fait, les grands perdants, entre guillemets, ça va être vraiment les petits hôtels, etc., qui vont obligatoirement passer sur le premier segment. Donc là, on voit qu'on a deux vraiment segments très intéressants. Et on va dire même qu'on va vers un segment, un gros segment Merchant et un segment un peu plus petit, ça sera le agency dans le futur. Et on en a un troisième, c'est l'advertising et other. Comment ça marche? Ce sont les revenus opérés par Kayak, le comparateur qui est payé au clic pour rediriger d'autres sites sur d'autres sites, hein, OpenTable et surtout le sponsoring interne quand un hôtel paye un supplément pour apparaître tout en haut des résultats de recherche avec un petit badge sponsorisé. OpenTable, hein, la diversification de la donnée, hein, posséder le leader de la réservation de restaurants permet à Booking de connaître les habitudes de consommation des voyageurs. Et ça, on va le voir quand on va parler d'IA, c'est très important. C'est une mine d'or pour leur algorithme de recommandation, les amis. Donc là, on voit que c'est un tout petit poids dans le chiffre d'affaires, c'est stable en termes de revenus, même si ça a tendance à baisser un petit peu dans le poids du CA. Pourquoi? Parce que les autres segments ont augmenté très vite. Donc on peut voir que le premier segment, le serment Merchant, c'est le nouveau moteur de croissance de cash, plus de 60% du CA. Le segment Agency, c'est 35% du chiffre d'affaires, hein, et la pub, c'est 5%, mais c'est surtout très intéressant pour leur algorithme de recommandation. Ils savent exactement ce que les gens consomment et exactement où ils vont, etc. Donc ça, c'est très très important. On va faire le point aussi sur la concurrence parce que c'est très important de regarder quand on veut acheter une boîte ou quand on s'apprête à le faire, où est placée cette entreprise par rapport à la concurrence. On voit que le leader mondial, c'est Booking, hein, 35 à 40% de part du marché. Leader mondial incontesté, hein. On voit que en progression en 5 ans, plus 40% du chiffre d'affaires. Donc très très grosse progression. On a en numéro 2 Expedia, un peu plus, une croissance un peu plus lente, hein, 20 à 25% de part du marché. Le challenger Expedia, Hotel.com et Vrbo, je ne connaissais pas du tout. On a Airbnb en troisième à 15 ou 20% de part du marché. On a une croissance explosive, hein, plus 120% du chiffre d'affaires, mais Airbnb partait de beaucoup plus loin, quasiment de zéro. Et c'est le spécialiste de l'alternatif, hein, donc voilà, tu veux louer ta maison pendant que toi tu pars en vacances, tu la fous sur Airbnb. Et on a Trip.com, on a une croissance très forte, ça va être asiatique, je crois que c'est chinois, 10 à 15% de part de marché, et le géant chinois qui s'internationalise, à voir un petit peu comment va réagir un petit peu Trip.com dans les futures années, mais on voit que voilà, Booking, c'est vraiment le number one. On a en termes de marge nette Booking et Airbnb qui sont vraiment devant. Donc ça peut signaler quoi? Ça peut signaler qu'on a un mode Trip.com, hein, qui a 18% aussi, donc j'ai bien peur moi par contre pour Expedia. Parce que clairement le point faible d'Expedia, c'est le coût marketing et technologique, mangent tous leurs profits, ils sont beaucoup moins efficaces. Donc là, moi j'aurais déjà un gros point d'interrogation sur Expedia. On peut voir que Booking, Airbnb et Trip.com, à mon avis, on va se diriger vers ces trois sociétés, vers les trois plus grosses sociétés dans le segment du voyage. On a le Connected Trip et les 4 piliers stratégiques, hein, que la direction de Booking utilise pour verrouiller sa place de numéro 1 et garantir la croissance de son chiffre d'affaires. Parce que quand on est numéro 1, c'est bien, mais il faut aussi le rester. Donc on a l'obsession du PDG Glenn Fogel. L'idée est simple, Booking ne veut plus être le site où tu réserves juste ton hôtel, on l'a dit, hein. Donc tu vas réserver ton vol, ton hôtel, ta location de voiture, tes attractions, ce que tu vas faire, limite ton petit resto, tu vas le réserver aussi. Et tu as une assurance en plus en une seule transaction. Donc magnifique. L'IA générative, et on en reparlera aussi plus tard,
Donc Booking pardon, investit des milliards dans l'IA pour devenir une agent de voyage personnel. Et c'est pour ça que pour moi, vraiment, les agents IA ou autres me font pas trop peur quand j'analyse Booking, parce qu'avec le tas de données qu'ils ont sur tous leurs clients, en fait, leur IA qu'ils vont développer, bah, en fait, va être tellement plus forte que les autres qui n'ont pas ces données-là, en fait. Donc les autres IA seront peut-être très fortes sur comment organiser un voyage ou autre, mais en fait, elles n'auront pas les données des clients. Là, tu auras vraiment un agent de voyage personnel. Donc là, je suis très hype pour Booking de ce côté-là. Et la guerre contre Airbnb, ce qu'ils s'apprêtent à faire et ce qu'ils vont continuer de faire. Booking a compris que les voyageurs ne veulent plus d'appartements ou de villas, de plus en plus pardon, d'appartements ou de villas, pas seulement des hôtels. Donc l'objectif, c'est quoi? C'est de dépasser Airbnb sur son propre terrain. Donc on voit que Booking a déjà plus de 7 millions de listes d'hébergements alternatifs. Donc on voit qu'ils sont pas en reste non plus là-dessus. Pourquoi ça booste le CA? Parce que c'est un marché énorme qui attire des clients plus jeunes, la Gen Z, en proposant à la fois des hôtels, des appartements sur la même page. Booking a un avantage sur Airbnb qui n'a quasiment pas d'hôtel. Donc là, on voit que même sur le segment VS Airbnb, ils sont aussi préparés et ils s'attendent à une guerre parce que Airbnb, ça va encore croître et c'est une boîte aussi que je pourrais surveiller. Et on a la stratégie Direct App, se libérer de Google, clairement, c'est le point le plus important pour la rentabilité future. Booking paye des milliards à Google pour apparaître en haut des recherches. L'objectif, c'est pousser les gens à télécharger l'application et à utiliser directement via le programme de fidélité Genius. Moi, je l'ai eu d'ailleurs, il me semble, je crois que j'avais des points de Genius sur Booking, je suis utilisateur. Pourquoi ça booste le CA? Parce que quand un client ouvre directement son application Booking, l'entreprise ne paye zéro de pub pour Google. Donc certainement, il y a des paiements qui sont indexés sur les taux de recherche pour arriver sur Booking via les moteurs de recherche de Google. Donc plus ce taux va être bas, moins Booking va payer. Donc voilà pourquoi ils essayent de se libérer un petit peu de Google. On a aussi Booking n'essaie plus de gagner la guerre des prix, elle essaie de gagner la guerre des habitudes. Et ça, c'est très important pour le voyage. Son plan, c'est de devenir l'application réflexe pour tout ce qui touche au voyage, du billet d'avion au resto du soir, et en passant petit à petit vers à la dépendance de Google. Et pourquoi c'est très important pour moi? Parce que clairement, dans les vacances, les gens, ils n'ont pas envie de se viander. Ils vont faire 1 ou 2 semaines par an. Donc là, ils veulent aller dans des endroits où ils ont l'habitude d'être bien. Et s'ils ont l'habitude de passer des bons moments en utilisant Booking, ils vont continuer d'utiliser Booking, tout simplement. C'est comme les restos. Les gens qui ont l'habitude d'aller à Buffalo, c'est pas parce que le resto est extraordinaire, c'est parce qu'ils vont pas être déçus. Ils en font pas énormément, donc ils vont là-bas. Et là, pour moi, c'est exactement pareil sur Booking. S'ils sont pas déçus, ils y retourneront. Donc, les 3 plus gros risques. J'ai noté, moi, la dépendance à Google, c'est le risque numéro 1 de Booking, l'un des plus gros clients publicitaires de Google au monde. Google n'est pas seulement un partenaire, c'est aussi un concurrent redoutable avec Google Travel. L'impact, si Google décide de mettre encore plus en avant ses propres outils de réservation de vols, d'hôtels en haut de ses résultats de moteur de recherche, Booking devra payer encore plus cher pour rester visible. Une simple modification de l'algorithme de Google peut faire chuter le trafic de Booking et massacrer ses marges du jour au lendemain. Donc il faudra quand même se méfier, même si je pense que Google, à faire ça, ça serait se tirer une balle dans les pattes. Ils n'ont pas forcément d'utilité à aller flinguer Booking là où ils peuvent trouver tout simplement du pognon avec Booking en fait. Donc je pense pas qu'ils veulent flinguer Booking, mais ils pourraient essayer d'avoir de plus en plus de monde aussi pour Google Travel, à voir exactement si c'est un gros risque ou pas. J'ai quand même noté, parce qu'il faut toujours, de toute façon, quand on analyse une boîte, faire un moment un pas de côté, regarder les 3 plus gros risques, et c'est très important avant d'acheter. Parce qu'en fait, quand on va faire un deep dive, on va être amoureux de la boîte. On va se dire, putain, mais c'est exceptionnel ce qu'ils font là. Surtout quand on va voir le quantitatif. S'il nous plaît, on pourrait être tenté d'acheter. Et en regardant les 3 plus gros risques, ça peut nous donner un petit pas de côté qui nous fasse un peu se dire, ok, il y a quand même des risques, il faut que je fasse attention. Et à quel prix je le prends? Donc le marteau en numéro 2, le marteau de la régulation. Booking réalise une part immense de son chiffre d'affaires en Europe, une zone géographique qui a déclaré la guerre au monopole numérique. Avec le DMA, Digital Market Act, l'Union européenne se serre à la vis. Elle interdit désormais à Booking d'imposer des clauses de parité tarifaire, des clauses qui empêchaient les hôteliers de proposer des prix moins chers sur leur site que sur Booking. Donc là, on voit que ça saute. Donc là, c'est pour ça que d'ailleurs, on a une marge nette, à mon avis, qui est un petit peu descendue. Je pense qu'il y a une partie de ça. Et l'impact, c'est cela donne du pouvoir aux hôtels. Si les clients s'habituaient à réserver directement chez l'hôtelier pour payer 10% de moins cher, le rôle de péage obligatoire de Booking s'effondre. C'est pour ça qu'ils veulent verrouiller les vols, qu'ils veulent verrouiller tout ça. Parce qu'en fait, ils passeront outre le DMA s'ils arrivent à te faire, comment dire, prendre le billet d'avion, l'hôtel, le taxi, tout le bordel. Tu ne réserveras pas chez l'hôtelier parce que ce sera toujours moins cher d'aller. Ah non, là j'ai tout flingué. D'aller chez les amis de Booking.
Et on a aussi le changement de génération en troisième risque. Le modèle de Booking est ultra agressif, mais il est transactionnel et un peu froid. Donc le problème c'est quoi? C'est que la nouvelle génération, mais la Gen Z et Alpha ne cherchent plus leur voyage de la même manière. Elles utilisent TikTok, Instagram ou des IA pour trouver l'inspiration. Après, voilà, ce changement de génération, il est vraiment plus loin que moi l'horizon que je fais de 5 à 10 ans. Il y a encore énormément de monde qui vont voyager avec Booking. Donc là, ce risque-là, il est à prendre en compte, mais pour moi, il est minime. Donc l'impact de Booking est perçu comme un outil utilitaire, tandis qu'Airbnb est perçu comme une marque de lifestyle. Si Booking ne réussit pas son virage vers l'IA générative et l'inspiration visuelle, elle risque de devenir le site pour les parents, laissant le marché du futur aux plateformes plus sociales et immersives. C'est le plus grand danger pour Booking. Le plus grand danger, pardon, pour Booking n'est pas de faire moins de ventes, c'est de devenir invisible entre la puissance de Google et la désirabilité d'Airbnb. Mais vous allez voir, vu que Airbnb a du pognon de dingue, il risque pas pour moi de rater ce virage-là. Et j'ai noté IA risque ou opportunité. Donc on a déjà Booking a d'ailleurs déjà commencé à intégrer massivement l'IA pour consolider sa position de leader. Et quand vous êtes leader, que vous avez les plus grosses marges, que vous avez énormément de pognon, c'est très facile. On a l'hyper-personnalisation. L'IA permet de croiser l'historique de navigation d'un utilisateur avec des millions d'autres données pour lui suggérer le logement parfait, augmenter ainsi les chances de conversion. Donc là, clairement, c'est hyper puissant pour moi de ce côté-là. On a des services de clients optimisés. Les agents conversationnels basés sur l'IA peuvent gérer instantanément et dans toutes les langues les tâches chronophages. Modification des dates, annulation, requêtes simples, ce qui réduit drastiquement les coûts opérationnels, les amis. Et on a aussi une tarification dynamique. Les algorithmes prédisent les pics de la demande liés à la météo, aux événements locaux, etc. pour ajuster les prix en temps réel de manière beaucoup plus fine qu'auparavant. Donc là, pareil, ça va être très important pour Booking de ne pas rater ce virage-là. Mais pour moi, ils ont toutes les armes pour y arriver. Donc je ne vois pas pourquoi l'IA sera un frein pour Booking. Au contraire, l'IA va les aider à aller encore plus haut et gagner plus de pognon. Le risque et menace stratégique, c'est quoi? C'est que là, c'est la désintermédiation. C'est le plus grand risque. Si les voyageurs prennent l'habitude de demander à une IA de leur créer un itinéraire sur mesure, cette IA pourrait à terme les rediriger directement vers le site officiel de l'hôtel. Booking perdra alors sa commission et son rôle d'intermédiaire incontournable. Pourquoi je trouve que on n'y est pas encore et on n'y sera pas, c'est parce que Booking veut absolument vendre le billet d'avion, on en reparle, hein, et je le redis encore une dernière fois, mais le billet d'avion, le billet d'hôtel, le billet de taxi, tes restaurants, tes musées, patati patata, tu vas tout faire par Booking et ce sera beaucoup plus simple. Donc l'IA, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ira sur Booking pour tout te réserver à la fois en fait. L'IA, oui, elle sera capable de te dire, voilà, tu vas aller ici, il y aura tel musée, il y aura tel truc qui va peut-être t'aider, peut-être une IA qui ne sera pas sur Booking, certes, mais l'IA pour se simplifier la vie, elle ira directement sur Booking pour te trouver le meilleur comment dire, complément pour que tu payes le moins cher possible. Ça sera sur Booking. Donc pour moi, clairement, l'IA est une opportunité du côté de Booking.com. Maintenant, on passe au mot, tout simplement à la note du mot et est-ce qu'il existe. Pour moi, l'effet de réseau, c'est du 5 sur 5, hein, 29 millions d'hébergements. Donc oui, il y a un effet de réseau. Clairement, des actifs intangibles, bien évidemment que oui, hein, la notoriété de Booking génère un trafic direct et massif, réduisant ainsi les dépenses publicitaires chez Google par rapport à ses concurrents. On a aussi le programme de fidélité Genius hein, qui verrouille un peu les clients. On a un avantage de coût, bah, bien évidemment, hein, grâce à sa taille colossale, Booking amortit ses coûts technologiques et marketing sur un volume de clients unique. Donc avantage des coûts, on y est aussi. Un coût de changement, oui, parce que quand tu es hôtelier et que tu passes par Booking, tu vas devoir passer par un autre fournisseur et tu as une inertie technique hein, et financière entre l'intégration logicielle et la dépendance aux revenus générés par la plateforme. Les hôteliers sont verrouillés. En fait, si tu te barres du jour au lendemain, tu peux être dans la merde pendant ta saison. Donc, en fait, tu vas pas te barrer. Par contre, tu as un 0 sur 5 sur le risque réglementaire. Hein. C'est la fin de l'immunité, contrairement à un monopole protégé par la loi. Booking est dans le collimateur de l'Union européenne qui l'a désigné comme gatekeeper, contrôleur d'accès via le DMA. Mais pour moi, ils ont contourné ça en verrouillant les vols, le taxi et tout le merdier. Donc clairement, on est sur une note de 20 sur 25. On est sur une société, pour moi, encore une fois, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais très solide et très intéressante. Maintenant, on va aller voir du côté quantitatif. On peut aller voir que les revenus, hein, très belle croissance des revenus, franchement. On voit qu'on a eu la petite baisse du Covid, mais c'est reparti 26 milliards de revenus en 2025.
On a des bénéfices qui sont en légère baisse due à certainement une marge un peu moins élevée, à voir un petit peu sur 2026, mais on voit voilà, des bénéfices de 5 milliards quand même, hein. Une marge du coup, ça doit être à peu près aux alentours des 20%, si je sais toujours compter, des free cash flow en augmentation, quasiment 10 milliards de free cash flow. Ça laisse rêveur. Là, on a le nombre de nuits, hein, le nombre de voitures louées, le nombre de billets d'avion, et on voit, hein, c'est en constante augmentation. Donc ils vont arriver à verrouiller vraiment les gens. Donc le DMA de merde en Europe ne marchera pas. Voilà, donc là on a nos segments qui continuent de croître, à part le segment agency qui voit un petit peu une petite baisse, mais c'est tout à fait normal parce que c'est ce segment-là qui emporte les fruits. Et on a le total de 196 milliards de cross-booking pour 186, pardon, pour Booking.com. On est vraiment sur une croissance à 2 chiffres partout. Et on a des revenus en US de seulement 9%. Et on voit qu'ils verrouillent le reste de la planète avec le reste. On a aussi, on va parler des marges. Pareil, hop, on a une marge nette qui est à 20%. Elle reste stable, même si elle est en légère baisse depuis 2024. On voit qu'on a bien augmenté tout ça en 2018-2020. Moi, la marge nette me dérange pas si elle continue de baisser. Enfin, si elle baisse un tout petit peu, si elle va pas en dessous de 15%. Mais quand je vois les revenus qui augmentent, pour moi, c'est une force de frappe. On n'a quasiment pas de dette. On a 19 milliards de dettes, mais 17 milliards de trésorerie. Donc là, il n'y a pas de problème. On n'a pas quasiment pas de capex. On n'a pas de recherche operating free cash flow, non. On a un tout petit peu de rémunération en action sur ses salariés, mais 7% du free cash flow, ça reste convenable. Et on a surtout, regardez-moi ça, des actions en circulation en baisse de 4%. On est vraiment violent en termes de rachat d'actions. On est passé de 41 millions, je vais y arriver, d'actions en 2020 et seulement 32 millions en 2025. Franchement, magnifique. On a les employés qui ont légèrement augmenté. Je pense que ça va avoir tendance à redescendre légèrement. Et on a surtout des retours sur capitaux magnifiques. On a ROIC qui est un peu trompé, un super ROIC sur 1 et 5 ans à cause des rachats d'actions monstrueux. Sinon, on a un ROIC qui est largement, qui prend largement le coût pondéré moyen du capital. Donc là, pareil, des marges de free cash flow de 31%. On n'a aucun problème en termes quantitatifs sur la boîte. Clairement, c'est une boîte comme on les aime. On a un petit dividende de combien? 0,86%. Il va avoir tendance certainement à augmenter fort quand je vois ces free cash flow là, sachant qu'ils ont des rachats d'actions prévus de 20 milliards, je crois, de rachats d'actions. Donc ça ferait 4 millions encore d'actions en circulation qui vont disparaître. Alors par contre, j'ai pas la date. Jusqu'à quand ils vont employer ces 20 milliards, certainement 4 ou 5 ans, mais ça fera encore 4 ou 5 millions d'actions en moins. C'est quand même fou. Maintenant, on va passer sur l'onglet valorisation, les amis, et on peut voir qu'actuellement, elle se paye à 27 fois les bénéfices, et avec un forward PE de 17. Franchement, c'est pas mal du tout. Et on a un forward PE sur la médiane de 10 ans qui était à 31. On voit qu'on aurait possiblement une boîte sous-cotée, sous-évaluée au moment auquel on parle. On voit qu'historiquement, la boîte s'échange avec une médiane de 27, moyennant Covid, crise financière, etc. C'est pour ça que j'aime bien me mettre comment dire, j'aime bien me mettre des crises quand je regarde un petit peu mon historique de PE pour voir si la boîte est sous-évaluée ou pas. Donc elle s'achèterait actuellement avec un PE de 27, elle a une médiane à 27. On peut dire qu'elle s'achète dans un prix relativement correct, même si avant la boîte ne faisait pas du tout autant de croissance. Et on peut voir que depuis 3 à 5 ans, on a une boîte voilà, qui se paye à 32 fois les bénéfices. La médiane sur 1 an, sur 3 ans, on est à 28 et sur 5 ans, on est à 29. Donc 27 fois les bénéfices, ça semble correct, surtout qu'on achète ça à un forward PE de 16. Là, ça commence à être intéressant. Les prix, tous les free cash flow, les amis, on est à une médiane de 20. Ça se paye 20 fois les free cash flow. Et sur 3 ans, on a une médiane de 18. Et là, on les payait seulement. Alors, il y a eu une baisse du cours à un moment donné. Là. Est-ce que je vais y arriver? Non, on va aller voir. Hop, et ça s'est payé à seulement 13 fois les bénéfices, enfin 13 fois les free cash flow, pardon. Le 23 février, il y avait certainement un coup à jouer sur Booking. Moi, pourquoi je ne me suis pas positionné sur le titre quand il a baissé, même si je l'avais vu, je l'avais dans ma watchlist depuis un petit moment, mais même si je n'avais pas fait mon deep dive. On avait une bonne petite fenêtre à 3800$, mais parce que l'action est chère, les mecs, en fait, 3800$, cher en termes de prix, hein, pas cher en termes de valorisation. Mais 3800$, ça pouvait un peu niquer
mon portefeuille dans le sens où ça aurait été tout de suite la première valo. Est-ce que j'avais envie de mettre ça, sachant que moi j'ai un DCA de 1000 euros par mois, donc il aurait fallu que je pioche un peu dans mon épargne, enfin dans ma poche de liquidité. J'avais pas forcément envie, sachant qu'ils ont annoncé un split. Donc le split va avoir lieu, je crois, ça doit être le 6 ou 7 avril. Donc en fait, pour tous ceux qui avaient l'action avant le 5 mars, vous allez avoir un split de 25. Donc vous aurez, je crois, non, 24, il me semble, je dis pas de bêtises. Donc vous aurez 24 actions en gros au prix qu'aura l'action le 5 ou 6 avril. Donc vous faites allez, 4000 divisé par 100 par 24, pardon. Je crois que ça donne 160 dollars. Je crois qu'en gros, on aura une action à ce prix-là. Donc voilà pourquoi moi, je ne me suis pas positionné. Actuellement, je trouverais qu'un prix juste autour de 4000 dollars, ça serait pas déconnant en étant hyper. Alors si je regarde que les free cash flow, clairement la boîte est sous-évaluée de malade. Est-ce qu'ils vont réussir à faire croître les free cash flow par action je me suis mis à combien? Je me suis mis à 12% par an. Je pense qu'on est quand même pas déconnant du tout en vrai, hein. On voit que sur 5 ans, ouais, mais sur 5 ans, il y a eu le Covid. Sinon, sur 3 ans, c'est 20%, sur un an, on est sur du 19%, sur 10 ans, on est sur du 17%, et au maximum, c'est 23%. On voit que c'est une croissance de malade, les gars, Booking.com. Donc 12% de croissance, on aurait du 20% de rendement, une marge de sécurité de 32%. On serait clairement sur une boîte sous-évaluée avec un multiple de 23 seulement, et une croissance de 12, hein. Donc clairement, ça pourrait être comment dire, le bon moment pour passer à l'achat. Moi, en bénéfice par action, je serais quasiment aux alentours de 4000 dollars avec une croissance de 12%. Pareil, un multiple très conservateur en notant que la croissance des bénéfices par action depuis 10 ans, ouais, on est sur du 12%. Donc en prenant la crise du Covid aussi, petit ralentissement en 2025, à voir un petit peu ce que ça donne, mais 4000 dollars, ça serait pas déconnant du tout. Et est-ce que on va aller dans ma conclusion? Moi, hop, on peut aller voir aussi. Attendez, je l'avais noté. Là, justement, on va aller voir le dernier résultat et on ira dans ma conclusion après. Donc, on voit qu'on a un chiffre d'affaires qui est en augmentation, ça on l'avait dit. Volume d'annuité de 9% en augmentation. On a un bénéfice s'élevant à 2 milliards de dollars sur le Q4 2025, soit une augmentation de 19%. Le bénéfice par action a progressé de 17% en un an sur le même quarters. On a un retour aux actionnaires. Le conseil d'administration a approuvé une augmentation de dividendes de 9% et une division du titre, comme on l'avait dit, de 25 pour 1 et c'est pas 24, my bad, pour avril 2026. On a le commentaire du management. Qu'est-ce qu'ils nous disent? L'entreprise investit massivement dans l'IA générative pour transformer l'expérience de voyage. Et vu qu'ils ont toute la donnée utilisateur, pour moi, ça va vraiment être un boost pour Booking et non un frein et non une disruption. On a la stratégie du Connect Trip, bon ça on l'a dit, on l'a dit et redit, plus 37% sur l'année, donc ça marche. Donc le DMA européen, ils l'ont dans les fesses. La dynamique régionale, l'Asie et les États-Unis sont les principaux moteurs de croissance, affichant des hausses à deux chiffres. L'Europe reste solide. On a aussi un programme de transformation, un plan de réorganisation interne a permis de générer 550 millions de dollars d'économies annuelles, ce qui sont réinvestis dans les priorités stratégiques comme le marketing et la technologie. Donc ça, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a viré certainement peut-être un peu de monde et qu'on a généré des belles petites économies. Booking a continué de renforcer sa valeur ajoutée pour les hôteliers indépendants, qui représentent la majorité de l'offre grâce à des solutions de paiement flexibles et une visibilité mondiale. À voir là-dessus. Donc on nous dit quoi en termes de perspective? Une croissance des unités de 5 à 7%, hausse du chiffre d'affaires de 14 et 16%, magnifique. L'année 2026, la direction vise une croissance du chiffre d'affaires légèrement supérieure à ses objectifs à long terme, tout en améliorant encore ses marges bénéficiaires. Et 700 millions de dollars supplémentaires seront investis dans les domaines clés l'IA, l'expansion Asie-USA, publicité et services financiers. Donc là, clairement, on a des résultats qui sont très intéressants. Moi, on va passer à ma conclusion, c'est que clairement Booking m'intéresse. Non, on va revenir là, hop. Mais vu le contexte global, la guerre Iran-Ukraine, j'ai marqué. Non, la guerre Iran-USA et non Ukraine-Russie. Je vais attendre de vrais sols. Pour moi, il y aura des vrais sols. Si la guerre dure, il y a clairement un hub dans le Moyen-Orient. Clairement, il y a énormément de monde qui va en Asie, qui passe par le Moyen-Orient. On ne peut plus voler quasiment vers le Moyen-Orient. Il y aura énormément de voyageurs qui vont reporter leurs vacances, etc. Donc je m'attends à un marché qui reste peut-être
qui reste un petit peu statique, voire baissé sur Booking. Et là, à mon avis, il y aura une belle fenêtre de tir, même si le titre reste clairement encore, pour moi, sous-évalué. Vu que le titre est cher et qu'on reste, à mon avis, dans un contexte global assez morose pour le voyage, je vais attendre tout simplement. À voir au mois d'avril. Peut-être que ça sera mon DCA du mois d'avril, hein. Qui sait, hein. Si vraiment il y a une petite baisse, ils splitent les actions. À voir, parce que à voir exactement comment ça va donner et ce qui va se passer Iran-USA, hein. Et moi, j'ai très peur de l'inflation. À moyen terme, hein, débuter sur une crise sur les marchés, clairement. Moi, mon prix juste, il est 3900, 4000 dollars. C'est pas déconnant. Je pense qu'on est sur un prix juste assez conservateur. Après, à voir, parce que l'industrie hôtelière, ça serait une des premières à morfler si on a vraiment une grosse inflation, si la classe moyenne voyage moins, prend moins de vacances, se fait moins des petits road trips. Ça pourrait morfler du côté de Booking. Donc à voir un petit peu comment va réagir le titre. Mais clairement, je l'ai dans ma watchlist et j'hésiterai pas à passer à l'action si on arrive à des prix très intéressants, parce que c'est justement au moment où les gens ont peur, où les gens se disent c'est terminé, qu'il faut acheter, hein, faut acheter les peurs. Et là, on avait un bon prix ici, mais bon, encore une fois, l'action reste chère. Et quand on voit la moyenne mobile sur 200 jours, on était clairement en dessous. Et si je reprends sur les 5 dernières années, des moments où vous étiez sous la moyenne mobile, il y a eu 2022 où il y a eu un peu l'effondrement là, dû à la guerre en Ukraine et au prix de l'énergie qui est remonté. Donc là, clairement, on est peut-être, on va peut-être redescendre encore. Donc là, à voir si on va rentrer, si je vais rentrer sur Booking. Mais c'est pas impossible du tout. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. J'essaye de faire des vidéos assez courtes, mais quand même de rentrer dans le vif du sujet. N'hésitez pas encore une fois à aller vous abonner à tous mes réseaux. Vous retrouverez tous les réseaux en premier commentaire épinglé sur cette vidéo, les amis. On va se quitter et n'oubliez pas, investir est une formidable raison d'être heureux.